Donc, Aurore Guitry est très désolée de ne pas être là ce matin, elle vous prie de vouloir l'excuser, mais elle fait quelque chose d'encore plus important que notre colloque, puisqu'elle attend un bébé et les médecins n'ont pas autorisé à voyager. Donc c'est une communication à deux voix et écrite à quatre mains qui va être un récit d'expérience. Le doctorat dans lequel nous sommes entrés nous permet un contact avec notre propre création et par là un renouvellement. Les deux volets de la thèse, dont on a entendu ce matin de très belles classifications, pratiques et théoriques, sont en eux-mêmes expérience de l'œuvre et mise à distance de l'œuvre. Le recul que l'on prend est possible dans un intervalle, et nous voulions vous parler de cet intervalle, de l'expérience que nous sommes en train d'en faire. Pascal disait « Je ne puis juger de mon ouvrage en le faisant, il faut que je fasse comme les peintres, que je me recule, que je m'éloigne, mais pas trop. De combien donc ?» Pascal, distinguant la création de la réflexion, les éloignant, présuppose que la simultanéité n'est pas envisageable. Doit-on scinder ce doctorat en deux temps distincts, celui de la création puis celui de la réflexion, au risque de les rendre inconciliables? Et en discutant ce matin, on se disait que ce qui est d'autant plus difficile, c'est qu'on nous demande à l'entrée, pour postuler dans ce doctorat, de présenter un pré-projet qui est à la fois une explication de la partie pratique et déjà des hypothèses sur la partie théorique. Quels sont les liens entre le geste créatif et l'acte réflexif universitaire? Peut-on être dans cette double tension sans dénaturer l'œuvre ni brader le recul scientifique? Deux positionnements sont donc possibles, maintenir un intervalle ou au contraire aborder simultanément création et théorie. Or, pour toutes les deux, nous sommes encore dans l'expérience. Aurore rentre dans sa troisième année de doctorat et moi dans ma seconde. Ainsi, l'invitation de Violaine est comme un intervalle dans ce temps de travail, nous permettant de réfléchir. Alors, je répondrai pour Aurore et moi à 4 questions. La première, qui est un préalable, pourquoi ce doctorat? Aurore Guitry s'est inscrite non pas pour affirmer sa position de romancière, elle a publié déjà 3 romans chez Calman Lévy et de Noël, mais pour se renouveler. Et ce renouvellement, il a touché la nature même de son projet. Dans ses 3 précédents romans, elle explique qu'elle part toujours de textes oubliés qu'elle retrouve dans les tiroirs, qu'elle les reprend, qui deviennent comme la matrice rayonnante du texte à venir, qu'elle construit, elle balise une ligne directrice, et Jean-Marc nous rappelait hier que ça, ce sont les écrivains à programme. Et je vais en parler tout à l'heure, elle fait tout à fait différemment. Pour ma part, je suis rentrée dans ce doctorat pour des raisons différentes. Professeure de lycée, chargée depuis 15 ans de cours à l'université, j'enseigne en lettres modernes, l'atelier d'écriture, proposant aux étudiants de passer de l'autre côté du miroir et de s'autoriser enfin à écrire. Et au DU, je suis responsable du module de l'écriture didactique. Et donc on pense à Aix que former des animateurs, c'est d'abord leur permettre de rentrer en écriture comme une des premières déontologies. J'écris, je me suis définie comme une enseignante qui écrit de façon régulière, avec des publications plus modestes en revue, des lectures publiques, et quelques partenariats et livres d'artistes avec Isabelle Massin qui est graveur depuis longtemps, et puis plus récemment avec Jacques Cadet qui est peintre. J'ai voulu engager un travail de recherche pour aller jusqu'au bout d'une pratique qui était empirique. Et j'ai voulu pour ça que dans le volet pratique, il y ait les 2 aspects de mon écriture. D'un côté des textes personnels dont je vais parler, et de l'autre le travail en atelier, ces territoires des propositions dont hier François Bon nous a magnifiquement parlé, notamment dans son 7e point, lorsqu'il disait que notre implication obscure, c'est celle de l'écriture même. Au départ donc, nous avions 2 démarches différentes. D'un côté, un doctorat qui, à mon âge, m'autorisait à penser, mais penser en écrivant. Et c'était la première et la seule volonté que j'avais. Pour Aurore, il s'agissait au contraire d'un besoin de renouveler un métier de romancière en l'accompagnant d'une réflexion théorique. Deuxième question, d'où ça vient? Alors Michel Butor, dans Répertoire 5, essaie de répondre à cette question qu'il appelle celle de la mine, c'est-à-dire d'où vient le texte, quel lieu souterrain de la création. Il note que l'origine du texte se trouve dans le texte lui-même et qu'il est très souvent difficile de dire d'où ça vient. Et il cite quelques influences, les mots, le voyage, l'enfance, la nuit. Hier, Jean-Marc nous a proposé la démarche du généticien avec différentes étapes du texte. Nous allons prendre compte d'un cheminement. Aurore, qui est accompagnée par Philippe Claudel, a décidé de façon volontaire de rompre avec sa manière de faire et donc elle a choisi de partir des œuvres d'un peintre et pour cela, elle a pris les caprices de Goya.
Elle a choisi aussi de ne plus baliser l'intrigue, mais de partir dans quelque chose qui était plutôt d'écrire selon un processus. Les images, dans leur discontinuité, le défilement des personnages de Goya, la succession des scénettes, lui ont posé la question du continuum. Quel lien entre l'œuvre du peintre et l'œuvre qu'elle allait se mettre à écrire? Alors pour ça, elle a fait des recherches sur le peintre, elle a tenté de s'imprégner des caprices, elle a même fait à la manière, elle raconte ça, des policiers, elle s'est fait une grande affiche au-dessus de son bureau où elle a mis tous les caprices, il y en a une cinquantaine, et elle a essayé de chercher les liens entre les caprices, comme un enquêteur. Comment est-ce qu'elle aurait pu les rassembler dans une errance, faire face à ces perplexités? Et c'est dans le rassemblement de ces fragments sur la page blanche, dans la représentation de leur contiguïté et des intervalles qui les séparaient, qu'elle s'est mise à écrire. Elle a inventé un village abandonné en Aragon, terre d'origine du peintre, mais aussi terre de ses origines. Au milieu de maisons en ruine, une résidence neuve et froide destinée à des personnes âgées. Là-bas, chacun sent la mort approcher. Elle s'est mise à écrire de petites histoires et d'une à 6 pages qui se sont mis à hanter aussi celle d'une guerre napoléonienne. Aurore donc n'écrivait pas selon un plan établi, ni en suivant même la numérotation des caprices. Chaque histoire est initiée par un nouveau personnage. Ce type d'écriture fragmentaire lui a offert une grande liberté, celle de faire des essais, de proposer à chaque histoire une forme différente. Et la forme brève n'était pas non plus sans difficulté. Il a fallu réussir à concentrer les effets, privilégier l'esquisse sur la fresque, simuler l'imagination du lecteur à partir d'ellipses et d'intervalles. Son approche du récit est donc bien différente de celle qui a été la sienne jusqu'à maintenant. Elle est plus ordonnancée, plus linéaire, plus conçue. Elle aborde la narration de façon excentrique. Et elle voudrait que son livre, in fine, se présente comme un mobile, un dispositif circulaire qui renverrait des reflets diffractés et ponctuels des œuvres de Goya. Sans jamais être matériellement représentées, ces gravures entreront le texte, d'où la nécessité de travailler sur la discontinuité pour favoriser le surgissement sans négliger l'unicité de la source goyesque. Pour ma part, je suis arrivée différemment dans ce doctorat. J'avais des chantiers d'écriture personnelle que j'ai essayé de mener de front, alternant pendant l'année dernière des moments où je me consacrais plus à l'un ou plus à l'autre. Il s'agissait pour moi aussi d'entrer dans une temporalité que je n'avais jamais connue et où seul le travail créatif importait, puisque j'ai pu bénéficier d'un congé de formation. Il y avait d'abord 3 textes courts, 2 recueils de poésie et une pièce de théâtre intitulée Mal et main libre, qui est une variation libre autour du texte de Flaubert, texte qui a été monté par le metteur en scène Frédéric Ortiz l'année dernière et qui, à l'issue de cette représentation, fera l'objet d'une réécriture. Et puis, j'avais un texte long auquel je rêvais depuis longtemps, un roman qui a occupé la majeure partie de mon année. Il a pour titre provisoire La chambre d'Ignace et j'en reparlerai tout à l'heure. Enfin, la dernière chose qui compose ce corpus créatif, et je ne sais pas encore comment ça s'inscrira dans le travail de recherche, ce sont toutes les consignes d'atelier que j'ai données pendant l'année 2014-2015. Mon hypothèse de départ était de comparer ces textes dans la partie théorique pour voir si les mêmes déclencheurs, les mêmes procédés étaient à l'œuvre dans mon écriture créative et dans les consignes d'atelier. La question qui m'intéresse est celle aussi du statut de la consigne. Est-elle créative en elle-même? Peut-on la qualifier d'œuvre et par exemple lui adjoindre un copyright? Ainsi, ma démarche est tout à fait différente de celle d'Aurore, en ce sens que j'avais déjà des textes en chantier et une idée certes vague mais présente qui préexistait à l'écriture de la première partie du doctorat. C'est Charles Julier qui accompagne la partie pratique de ma thèse. Il m'a reçu l'année dernière à 5 reprises et à partir du travail que nous avons engagé ensemble, nous avons décidé que les textes poétiques étaient abandonnés et qu'une écriture du roman pouvait être réenclenchée. Tout part chez moi d'une incitation extérieure. J'avais dans ma bibliothèque un texte de Barthes qui s'intitule Sade, Fourier, Loyola. Je m'en servais souvent dans les ateliers d'écriture pour les biographèmes. Barthes y étudie ces 3 écrivains qu'il considère comme des classificateurs, des fondateurs de langue, langue du plaisir érotique, langue du bonheur social, langue de l'interpellation divine. Il ajoute qu'ils ont été des formulateurs, des inventeurs d'écriture, des opérateurs de texte. Formuler, inventer, opérateur de texte. Ces mots me semblent féconds pour la recherche en atelier d'écriture et plus précisément pour l'étape en amont, celle de la fabrique des consignes. Inventer des signes, dit encore Barthes, et non plus comme nous le faisons tous les consommer, c'est entrer paradoxalement dans l'après-coup du sens qu'est le signifiant.
En un mot, merci, pratiquer l'écriture. Alors voilà, je suis partie de Loyola, comme toi, sur le chauffeur de Proust, j'ai fait des recherches. Et puis je suis tombée sur un curieux petit texte qui s'appelle Le récit du pèlerin. C'est une sorte d'autobiographie qu'Ignace dicte sur les injonctions de ses premiers compagnons 1 ou 2 années avant sa mort. Il le dicte en espagnol et son secrétaire l'écrit en latin. Très rapidement, ce texte est oublié, même enterré par la compagnie au profit d'une biographie plus complète et plus hagiographique. Et ce n'est qu'au début du XXe siècle, et que c'est là que ça devient intéressant, que le récit est retrouvé, traduit et lu. J'ai été fascinée dans ce texte par un paragraphe, et la fin même d'un paragraphe, qui est le 5e paragraphe, dans lequel Ignace raconte comment il s'est converti. Alors laissez-moi vous entraîner dans cette curieuse histoire. C'est donc quelque part au XVIe siècle, un soldat qui a beaucoup d'actifs, qui est blessé à la jambe au siège de Pampelune. Il rêve de gloire et il en a tout à fait le droit parce qu'il est un des soldats en vue. Il rêve de bataille et de femme. Il dit même qu'il rêve de conquérir la plus haute femme d'Espagne. Comme il boite à l'issue de sa convalescence, il se fait réopérer. Et pour se distraire, il demande des romans de chevalerie. Il en est féru. Or, dit-on, la maison était bien pauvre et ne possédait pas de tels livres. On lui donne une Vita Christi et un Flos Sanctorum, 2 livres pieux. Déception profonde. Et pourtant, à partir de là, notre cavalier va se mettre à inventer d'autres itinéraires prévus. C'est-à-dire qu'il va se mettre à romancer. Et romançant, il va s'inventer une fiction. Et s'inventant une fiction, il va s'inventer une mystique. Je me suis mis à entrer dans cet intervalle biographique, comme tu l'as fait. À inventer dans le vrai, comme Charles Julier me l'a fait remarquer en citant Goethe. La narratrice de mon texte prend des libertés. Elle entre dans l'intimité des personnages historiques pour les dire avec ses mots, inventer d'autres possibles. Très rapidement, sont entrés en résonance avec cette écriture sur les personnages du XVIe siècle, d'autres personnages du XXIe siècle. Puis je me suis posé la question des différentes strates et des jeux sur les pronoms ont été nécessaires. Les personnages du XVIe sont écrits à la 2e personne du singulier et bien sûr c'est un écho au travail de Charles Julier dans Lambeau, ceux du XXIe siècle à la 3e personne du pluriel. M'interrogeant sur les articulations entre ces deux strates temporelles, je me suis penchée sur la biofiction et ces créations contemporaines qui épousent à minima le biographique. Le terme est défini par Alain Buyne et entre dans le champ de recherche que constituent les études biographiques, le life writing au sens large. Et ce faisant, je retrouvais bien sûr Barthes et ses fameux biographèmes, où la conscience créatrice prend appui sur une autre vie pour sortir d'un enfermement autobiographique. Ainsi, les 2 romans que nous avons mis en chantier, Aurore et moi, partent d'un même procédé. Dans un premier temps, la création s'est faite par un renouvellement extérieur, œuvre de Goya, récit d'Ignace, et dans un second temps, la fiction polyphonique qui s'impose. 3e question, quand avez-vous commencé à mettre en chantier la partie théorique ? Michel Bertrand m'accompagne dans cette partie et c'est Jean-Raymond Fanlot qui accompagne Aurore Guitry. En travaillant à cette communication, et c'est vraiment à ce moment-là que nous nous sommes rencontrés de façon régulière et que nous avons commencé à comparer nos travaux, nous avons vu ce qui avait été similaire dans nos démarches. Nous n'avons réellement envisagé la partie théorique, même s'il avait fallu produire quelque chose, et c'est-à-dire montrer patte blanche pour entrer dans le doctorat. Nous n'avons vraiment commencé à l'envisager que lorsque l'œuvre a été esquissée, que ses bases nous ont paru plus solides. Nous avons pu finalement poser cet intervalle réflexif. L'œuvre à ses débuts est fragile, les personnages diffus. Il faut que l'écriture, dit Julien Gracq, est un point d'ancrage fixe, une donnée résistante, que l'esprit ne puisse plus désormais ébranler. La théorisation, et vous l'avez rappelé ce matin, intervenant en amont, risque de programmer, d'inciter à écrire en fonction d'idées préconçues. Structurer harmoniquement, soit simultanément création et théorie, paraît donc difficile, voire risqué. L'œuvre est restée première. Une fois son socle posé, la réflexion s'est esquissée. Alors, ce temps réflexif, Aurore y est entrée depuis 1 an, alors que je l'aborde à peine. La mise à distance, alliée au souci de comprendre les problèmes que la création révèle et soulève, nous permet seulement maintenant de prendre conscience de nos intentions premières et nous incitera certainement demain à une ultime réécriture. Nous touchons du doigt que le volet pratique et le volet théorique s'entretiennent. Au fil de la recherche en cours, nous voyons qu'un dialogue fécond s'établit.
Alors pour prendre une métaphore cette fois-ci musicale, l'europhonie se structure donc plutôt contrapuntiquement à la manière d'une fugue, le thème voyageant d'une voix à l'autre et entraînant simultanément la création d'une œuvre littéraire, son sujet, et d'un essai, son contre-sujet, bien plus qu'elle ne se structure pour nous, en tous les cas harmoniquement, volet théorique n'étant qu'un thème érigé en mélodie sur les bases du travail de création. Dernière question, avez-vous trouvé la forme qui semble être la question. Nous interrogeons donc sur cette partie théorique, nous avons compris qu'elle était indissociable, et nous en avons eu des exemples magnifiques, elle était indissociable de la forme à donner à cet écrit. La mention pratique et théorie suppose cette articulation, addition, deux entités successives, détermination, théorie de la pratique, induction. Umberto Eco propose une solution possible dans les confessions d'un jeune romancier. Il dit « Toute recherche doit être narrée ». Par là même, il lie étroitement narration et recherche, création et théorie. Il suggère d'aborder le travail de thèse comme celui d'un roman policier et de relater l'histoire de sa recherche. Or, si l'œuvre, l'objet de la recherche, est une mise en expérience, elle ne se limite pas au contact avec soi. L'écriture puise aussi dans la lecture, la peinture, la musique, le cinéma. La partie théorique doit inclure ses influences, et c'est ce qu'Aurore envisage, puisqu'elle a commencé des extraits d'entretiens avec d'autres artistes ayant travaillé comme elle sur le montage, Jaume Cabré, Pajac, ou encore le cinéaste Alejandro Jodorowsky. Il n'y a pas d'écrivain sans insertion dans une chaîne d'artistes ininterrompue, pas d'œuvre qui ne soit nourrie d'influences artistiques. Pour respecter ce dialogue, Aurore envisage la structure de son mémoire comme un essai qui serait le produit d'un montage. Il comprendrait d'abord les caprices de Goya, qui ne figurent pas dans son roman, ses entretiens avec d'autres artistes, les problèmes qu'ils ont rencontrés et les solutions qu'ils ont apportées, notamment sur la question du montage, et enfin sa propre réflexion sur le montage et la disposition. Avec une année de recul de moins qu'Aurore, le point où j'en suis n'a pas encore trouvé sa forme. L'écriture dans ses avancées m'a permis de créer des tâtonnements, de les laisser être, se transformer, devenir matière même du travail qui s'élabore. Je peux cependant citer deux pistes de travail en lien avec la consigne de l'atelier. C'est d'abord la polyphonie, dont Bakhtin a montré comment, à l'inverse du roman monologique, il permettait que la voix du personnage soit présentée comme une conscience autre, étrangère, ni réifiée ni fermée sur elle-même, c'est-à-dire propose une vision plurielle du monde. Or, que fait la consigne en atelier d'écriture? Si ce n'est aider l'écrivain à travailler sur d'autres voies, en allant vers des styles et des thématiques imposées, en explorant d'autres univers, et comment paradoxalement il va vers sa propre voie, vers cette fameuse singularité dont on a débattu hier. Ainsi, le décentrement de la polyphonie dans l'écriture de mon roman créerait le même intervalle que la consigne elle-même. Horizon des textes, multiplicité des locuteurs, nous rappelait hier François Bon. Deuxième piste de mon travail, la biofiction. Le roman contemporain, mais le cinéma, on peut penser au biopic, explore largement cette piste, que l'on pense aux grands modèles devenus classiques, Echenoz, Quignard, Michon. La biofiction crée aussi un décentrement, je l'ai montré tout à l'heure, d'autres creusets de la voix personnelle. Ainsi, la première hypothèse qui a guidé le début de ma recherche rejoindrait l'écriture des consignes. Que fait-on quand on crée une consigne à partir d'un texte d'auteur? C'est-à-dire, pour reprendre les mots de Barthes cités au départ, que se passe-t-il quand on devient à son tour opérateur de texte? Dans les deux cas, lorsque j'écris de la fiction comme lorsque j'écris une consigne d'atelier, je suis scriptor in fabula. À travers les travaux de Pierre Bayard, que tu nous rappelais, et là je citerai Aurais-je sauvé Geneviève Dixmer, je voudrais montrer que la consigne d'atelier, prenant comme matrice une fiction déjà existante, procède de la même démarche que celle de la biofiction. Et la variation romanesque de Nathalie Azoulay, Titus n'aimait pas Bérénice, en est un très bel exemple. Ainsi, tout mon corpus créatif est-il écriture dans l'écriture de l'autre, dans ces intervalles de la fiction ou de la biographie? Alors, pour conclure, nous aurions aimé dire, toutes les deux, que cette communication est elle-même un montage. Elle joue sur une mise en abîme d'intervalles. Intervalle entre nos deux travaux, intervalle entre la pratique et la théorie, intervalle entre l'inducteur déclencheur de l'écriture et le texte romanesque lui-même. Pour Aurore comme pour moi, ce doctorat est une mise en expérience de notre propre création au contact de l'autre.
Et les raisons d'entrer dans ce doctorat, je pense, seront aussi diverses qu'il y aura de personnalités et intéresseront des gens dans toutes formes de situations. L'écrivain et le chercheur partagent une même solitude face à leurs travaux, mais une solitude qui se rapproche du recueillement dont parle Maurice Blanchot en évoquant Rilke. L'écrivain recueille, récolte le fruit de ses expériences, de ses lectures, de ses émotions, pour les transcrire ensuite dans son œuvre. Ce doctorat permet de joindre la pratique de l'écriture à la production d'un savoir scientifique axé sur l'interdisciplinarité, l'articulation de plusieurs savoirs et de plusieurs arts, la mention pratique et théorie de la création littéraire et artistique, mêle photographes, plasticiens, musiciens. Et d'ailleurs, une exposition aura lieu du 3 au 9 décembre 2015 à Aix-en-Provence et rejoindra des travaux d'une dizaine de doctorants, ainsi que de l'école de photographie d'art. Pour nous donc, les deux volets s'entretiennent. Il y a la main qui écrit et l'autre, celle qui n'écrit pas, capable d'intervenir au moment où il faut, de saisir le crayon et de l'écarter. Maurice Blanchot. Merci.